So in 2018, it was the last time that a French politician addressed CPAC. It was Marianne Maréchal Le Pen, and she talked about, in her speech, she said, France is no longer free. She spoke of fighting for survival in France. She also said that after 1,500 years of existence, we now must fight for our independence. France is in the process of going from the eldest daughter of the Catholic Church to the little niece of Islam. Do you have a comment about that, about how far France has come from 2018, and what is your message at CPAC? Comme beaucoup de nations d'Europe, la France est confrontée à un défi existentiel, vivre ou disparaître. Nous faisons face à un décrochage économique sans précédent, accumulant les déficits publics, les déficits commerciaux, la paralysie aujourd'hui de beaucoup de nos entreprises qui, sous la contrainte de normes, d'une bureaucratie toujours plus lourde, d'une fiscalité qui écrase, n'arrivent plus aujourd'hui à trouver le chemin de la croissance. Et parallèlement à ça, la situation migratoire aujourd'hui de notre pays, dont les flux s'accumulent chaque année, remettent en cause aujourd'hui, sur le sol de France, l'identité du peuple français, ses valeurs, sa culture, sa langue et à l'évidence son histoire. J'ai été très sensible au discours de J.D. Vance, du vice-président américain, qui avait le sentiment depuis l'extérieur que la France, que l'Europe, et que les nations d'Europe étaient en train de perdre leurs valeurs. Nous sommes effectivement confrontés aujourd'hui à un choix de civilisation. La France est la plus vieille nation du monde. Et je porte, moi, avec mon mouvement politique, un message d'espoir pour la France, mais aussi pour l'Europe. La France a inventé le concept de nation et nous entendons faire en sorte que la nation française ne disparaisse pas et qu'elle puisse vivre. Depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, un vent de liberté est en train de souffler sur toutes les démocraties occidentales. Ce vent de liberté, il s'est exprimé aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump et la victoire du patriotisme à l'américaine. Nous portons ce vent de liberté pour la France et c'est un vent de liberté qui est en train de souffler sur l'Europe, sur l'Italie, de Giorgia Meloni, sur l'Autriche, sur l'Allemagne, sur les Pays-Bas. Et en 2024, il a soufflé en tout cas en France puisque mon mouvement est devenu le premier parti du Parlement français. And when Donald Trump won the election, you posted on X, "For us, the French and Europeans, this American election should be a wake-up call. It should be an opportunity to rethink our relationship with power." La mérite de Trump lance en réalité à toutes les économies du monde et à tous les États du monde un défi existentiel qui est celui de la puissance. La France et l'Europe sont enfermées depuis 20 ans dans la perte de leurs valeurs et en même temps dans une naïveté commerciale qui fait que nous sommes le dernier espace économique au monde à respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons abandonné l'idée même de patriotisme économique. Nous avons laissé notre industrie partir et nous avons fait le choix, sous la pression des écologistes et de la gauche, d'une forme de décroissance qui fait évidemment le bonheur des autres puissances et le malheur des peuples européens. L'élection de Donald Trump, en l'état actuel des choses, c'est une bonne chose pour l'Amérique et je me réjouis de son élection, mais c'est une mauvaise chose pour l'Europe. Parce que le président américain va défendre les intérêts de l'Amérique d'abord. Or, les dirigeants européens aujourd'hui, on a le sentiment qu'ils défendent des intérêts qui ne sont pas les intérêts des peuples européens. Et dans le XXIe siècle,
dans la période, dans le monde actuel toujours plus troublé, toujours plus violent que nous allons devoir affronter, les naïfs et les faibles seront dévorés par les forts. Et moi, je souhaite que la France puisse redevenir une grande nation, qu'elle puisse défendre ses intérêts. Et ce n'est qu'à cette condition que nous serons respectés par toutes les grandes puissances de ce monde. Au XXIe siècle et dans la décennie qui arrive, aucune nation ne réussira en se reniant, en oubliant ses racines, en oubliant son identité, en oubliant sa culture, en oubliant ses frontières et en oubliant, à l'évidence, sa souveraineté et ses intérêts. Et moi, je respecte les dirigeants politiques qui défendent l'intérêt de leur pays et qui redonnent de la fierté à leur pays. Et moi, je me bats précisément pour que la France puisse redevenir une grande nation, respectée et respectée de par le monde. It's almost the same thing that America has been going through before Trump was elected. Like, a lot of the reason that he came to power was because of all the things you mentioned, the over too much bureaucracy, wokeism, all of these things that people did not support anymore. And it was a real surprise to the left that he won. They still don't understand that he won, and there's a great resistance to what he's doing now with Elon Musk. La gauche, et c'est vrai dans toutes les démocraties occidentales, aime la démocratie jusqu'au moment où le peuple est en désaccord avec elle. Oui, that's true. La gauche aime la liberté tant que ceux qui usent de ce concept ne sont pas en désaccord avec les idées des gens de gauche. Il n'y a pas plus intolérant que les gens de gauche. Et en réalité, les démocrates, le camp du bien et le camp du progrès, c'est nous. Et la victoire de Donald Trump aux États-Unis, c'est le retour du peuple à la table du pouvoir. Et la victoire de Trump, c'est la victoire du peuple américain qui ne veut pas disparaître. Et en votant pour Donald Trump, c'est en tout cas l'analyse que moi je fais depuis la France, le peuple américain dit qu'il veut rester à la table du pouvoir. Pendant très longtemps, dans les démocraties occidentales, les experts, les spécialistes, les journalistes ont analysé le phénomène de la sécession des élites. Le vent de liberté qui souffle aujourd'hui sur toutes les démocraties occidentales replace le peuple, la nation et la politique avec un grand P au cœur des décisions politiques. Moi, ce que j'admire chez Trump, c'est sa capacité à faire. C'est-à-dire qu'il rompt l'idée même de fatalité. Or, pendant des années, la gauche a installé dans la tête, et aidée par les médias, par les milieux culturels, a installé dans l'idée de nos concitoyens et des peuples qu'il n'y avait pas d'alternative. Or, la victoire de Trump, comme ce réveil des peuples que nous portons en Europe, c'est la preuve qu'on peut changer le cours des choses et qu'on peut installer à la tête de l'État des dirigeants qui aiment leur pays. Et la victoire de Trump, c'est la victoire d'un dirigeant politique qui aime son pays et qui refuse de voir son pays disparaître. Or, les peuples veulent vivre et les peuples ne veulent pas disparaître. Et c'est cet esprit-là, profondément respectueux des citoyens, que nous essayons de porter en France et de porter en Europe. Et en réalité, les véritables défenseurs de la diversité du monde et de la diversité des nations, c'est nous. Et on l'incarne aujourd'hui en France. J'ai une histoire pour vous. Je vous écoute. OK. J'ai travaillé à New York Post et j'ai fait beaucoup de travail sur Hunter Biden et le laptop, le fameux laptop de Hunter Biden. Vous connaissez. Et je ne peux pas faire... C'est donc on est dans une zone qui était du fils de Hunter Biden, donc du coup, j'ai quoi de ces histoires télé. Absolument. Et j'ai fait des histoires, des articles sur ça, et je ne peux pas
et les autres journalistes du New York Times, du NPR, ils disent que ça n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais nous avons le laptop, nous avons tout ça. Et moi, je ne suis de la gauche ni de la droite. Je suis journaliste et je veux faire de la vérité. Et là, le laptop, c'était de la vérité. Et Bien sûr. le laptop montre tous les intérêts avec Biden et son fils à Burisma dans l'Ukraine. Et nous avons l'histoire, et vous voyez que Biden il a pardonné son fils, il a pardonné toute sa famille. Pourquoi? Parce que tout dans le laptop, c'est vrai, tous les intérêts financiers, ils ont fait de corruption avec le nom du président. Et ça, c'est mon problème avec la gauche des États-Unis. Je suis victime. Bien sûr. C'est ça. Parlons. Votre histoire me fait penser au roman de George Orwell, Oui, 1984, oui. dans lequel le personnage principal se retrouve confronté à un ministère de la vérité. Et partout où disparaît la démocratie et s'installe l'idée, qui en fait n'en est pas une, d'un totalitarisme, il y a toujours une réécriture à la fois de l'histoire et une réécriture de la vérité, au travers du ministère de la vérité, en l'occurrence dans le roman d'Orwell, qui caractérise assez bien la gauche. Et en fait, notre victoire ou notre progression électorale, c'est d'abord et avant tout celle de la vérité. You said you would not send French soldiers into Ukraine. My campaign is in the interest of France and the French. You said, what do you think of Trump's latest comments about Volodymyr Zelensky as a dictator and blaming him for starting the war in Ukraine in 2022? Bon, la France a un rôle singulier dans ce qui est en train de se passer depuis 3 ans aux portes de l'Europe, parce que la France est une puissance nucléaire. Moi, comme souverainiste, j'ai toujours condamné de la manière la plus ferme qui soit l'agression de l'Ukraine par la Russie, parce que quand on est souverainiste et patriote dans un pays, il faut être souverainiste et patriote dans tous les pays et avoir à cœur de défendre la souveraineté territoriale de tous les pays en réalité d'Europe et de tous les pays du monde. Donc nous avons condamné sans ambiguïté la décision du président de la Fédération de Russie d'envahir l'Ukraine. Cependant, j'ai toujours été attaché à ce que la France, qui est une puissance nucléaire, ne participe pas d'une forme d'escalade avec la Russie. Parce que nous sommes Européens et que nous savons, compte tenu de notre histoire, ce que signifie l'escalade par alliance interposée sur un continent comme le continent européen, de par l'histoire et de par la géographie. Notre rôle, c'est évidemment, et ça a été la position que nous avons tenue depuis 3 ans, de soutenir l'Ukraine, de permettre à l'Ukraine d'assurer sa défense, mais d'éviter une escalade et d'éviter que la France et la Russie se regardent face à face, considérant que 2 puissances nucléaires qui se regarderaient face à face auraient des conséquences potentiellement cataclysmiques pour la paix en Europe et pour la paix dans le monde. C'est le rôle et la voie singulière de la nation française, que je conçois moi comme une puissance d'équilibre, comme une puissance indépendante et comme un pont entre l'Ouest et l'Est. C'est comme cela que le général de Gaulle concevait la diplomatie de la France en Europe et dans le monde. L'issue de ce conflit ne peut être que diplomatique. Et moi, je souffre beaucoup de voir que
en dépit des agitations d'Emmanuel Macron, la voix de la France ne soit plus entendue et ne soit plus respectée. Et la réalité, c'est que ce conflit sur le sol européen, et je suis obligé, parce que je fais de la politique sur des réalités, de l'admettre, et ça me fait mal comme Français de le reconnaître, que ce conflit va très certainement se régler entre le président américain et le président russe, faisant fi totalement de la voix ou de la position de la France comme de beaucoup d'autres nations européennes. Donc, moi, je souhaite que la France puisse retrouver une autonomie stratégique et qu'on puisse retrouver une diplomatie qui soit libre, indépendante, entendue et respectée dans le monde. Et encore une fois, euh, je n'aime pas porter un jugement politicien sur le gouvernement français depuis un pays étranger, depuis les États-Unis, mais je dois bien dire que la position du ministre des Affaires étrangères français, qui refuse d'adresser la parole au ministre des Affaires étrangères russe, M. Lavrov, mais qui dans le même temps propose d'accueillir à Paris le nouveau gouvernement syrien, qui sont les héritiers d'Al-Qaïda et de Daesh, qui ont organisé des attentats sur le sol français, je me dis que nous commettons là des erreurs dramatiques. I hear you're a bestseller in France. Mm. How does it feel to be En 2024, on a le Rassemblement national est le parti politique pour lequel les Français ont le plus voté. Donc nous avons beaucoup de Français qui sont très curieux de savoir ce que nous proposons. Je pense que la politique, c'est pas uniquement des idées, c'est aussi des sentiments et c'est aussi une affection avec nos concitoyens, avec les Français. Et c'est vrai que cette affection, elle est aussi réciproque. Et il est vrai que 200 000 exemplaires en France pour un livre politique, c'est 100 000? 200 000 exemplaires. Donc c'est on dit un succès de librairie en France. Oui. À titre de comparaison, le dernier livre de l'ancien président de la République français, François Hollande, s'est vendu à 6 000 exemplaires. Donc je suis extrêmement enthousiaste et en réalité, je sais qu'on se rapproche du pouvoir. Voilà, et je sais que nous... Vous n'avez pas de ghostwriter. C'était vous qui a écrit le livre. Oui, et j'ai été d'ailleurs... je pense que ce livre s'est beaucoup vendu parce qu'il a été très attaqué par la gauche et par les médias de gauche. OK. Et les médias d'extrême gauche en France ont dit que ce livre était tellement mal écrit qu'on voyait que c'est moi qui l'avais écrit. Donc, venant de leur part, je prends ça comme un compliment. Mais le livre, ça reste un outil pour exprimer aux Français des sentiments, ce que je ne peux pas faire à la télévision, ce que je ne peux pas faire sur les réseaux sociaux. Donc c'est un livre de confidence, c'est un livre de confession pour mieux nous connaître et pour connaître les idées qu'on porte pour le pays et pour la France. Parce que je suis convaincu que la question n'est pas est-ce que oui ou non nous allons arriver au pouvoir en France, la question c'est quand. Et je pense que nous arriverons au pouvoir. Et dans le livre, vous avez dit la confiance de Marine Le Pen ouvre un chemin de vie sur lequel m'a fallu amorcer l'influence de Marine. Bon, Marine Le Pen est dans les derniers sondages qui ont été faits, Marine Le Pen est non pas la femme politique, mais la femme préférée des Français. Et nous formons aujourd'hui un duo, un ticket, comme on pourrait former un ticket à l'américaine entre un président et son colistier, qui est assez unique sur la scène européenne, qui aujourd'hui fait peser sur nos épaules des responsabilités très importantes. Et si je suis aujourd'hui engagé en politique, c'est grâce à elle, non seulement parce qu'il y a maintenant plus de 15 ans, j'ai été séduit par son discours, par son patriotisme et par son courage, qui est un courage à la fois français et européen, mais aussi parce qu'elle m'a donné une opportunité de faire de la politique et de pouvoir
venir d'en bas et désormais de voir la France d'en haut. Et c'est vrai qu'en en lisant le livre du vice-président américain et en regardant le film qui lui a été consacré. Yes. Nous avons des similitudes dans le parcours et c'est vrai que notre mouvement politique aujourd'hui, en permettant aux Français de se réinviter à la table du pouvoir, on donne aussi la chance à des Français issus de milieux populaires de pouvoir défendre le patriotisme et de pouvoir défendre leurs idées et de s'engager en politique. Et vous avez 16 ans. J'ai commencé à 16 ans, oui. Et vos parents, votre mère a signé. Oui, parce qu'à 16 ans en France, on est mineur et on ne peut pas adhérer à un parti politique. Donc, pour adhérer à 16 ans à mon parti politique, j'ai dû convaincre ma mère pendant plusieurs jours de signer une autorisation parentale qui était nécessaire pour adhérer. Et c'était très difficile parce que j'ai grandi dans un milieu, dans une banlieue populaire, très touché par l'insécurité, les trafics de drogue, l'islamisation également. Et c'était un quartier dans lequel être patriote français n'était pas forcément bien vu et bien perçu. Et donc il a fallu du courage, mais il a surtout fallu que je sois convaincant pour convaincre ma mère de me laisser faire de la politique. Et la réaction de votre mère quand vous avez dit que vous ne voulez pas aller à la Sorbonne? Mais je n'ai pas le parcours en France qu'on a normalement quand on fait de la politique. Normalement, quand on fait de la politique en France à un très haut niveau, on a fait les très grandes écoles. Oui, les sciences politiques. On a fait les sciences politiques, on a fait l'ENA, l'École nationale de l'administration. Moi, je n'ai pas fait les grandes écoles. Je me suis construit à la fois tout seul et en même temps dans mon engagement politique, dans mes contacts et dans mon lien avec les Français que j'ai construit. Et c'est ce qui fait que je viens d'un milieu ordinaire et d'un milieu populaire, mais j'ai un parcours qui est un petit peu différent d'un parcours qu'on a quand on fait de la politique aujourd'hui à très haut niveau. Mais je viens d'un milieu modeste, je viens d'un milieu populaire. Je suis issu d'une famille qui vient de l'immigration italienne, de l'immigration européenne, mais qui est devenue français de cœur, français d'esprit. Et en faisant de la politique pour la France et pour les Français, je veux aussi rendre, moi, fils d'immigré, à la France ce qu'elle a apporté à ma famille. Mais je crois que quelquefois, c'était mieux de n'avoir des grandes écoles, des grandes études de Sciences Po, de la Sorbonne pour entrer dans les parce que Macron, il a fait quoi? Macron, il a un parcours universitaire qui est brillant. Enfin, il a fait les meilleures écoles, mais il y a un formatage. Voilà. Et il y a surtout une déconnexion aujourd'hui entre les élites et le peuple qui ne se reconnaissent plus dans les élites. Et il y a aujourd'hui une défiance à l'égard des responsables politiques en France qui ne nous touche pas parce qu'on essaie de faire de la politique différemment, qui fait que quand vous venez d'en bas aujourd'hui en France, vous pouvez convaincre les gens d'en bas et réussir à discuter avec les gens d'en haut. Quand vous venez d'en haut, vous n'arrivez plus à parler aux gens d'en bas. C'est la réalité aujourd'hui de la société française. Et aussi aux États-Unis, parce que c'était la même chose C'est vrai. pour Trump. C'est vrai. C'était les gens en bas qui C'est vrai. qui a voté pour Trump, pas les élites à New York et à Washington. Oui. Mais ce qui fait la différence entre les mouvements et les partis politiques patriotes dans les démocraties occidentales et la gauche et les autres partis, c'est que notre succès, c'est pas uniquement la question de l'immigration ou la question économique. C'est qu'on redonne de la fierté aux gens. On redonne du respect et de la considération à tous les citoyens, peu importe leur origine, peu importe leur milieu social, à partir du moment où on aime le drapeau, on aime le pays, qu'on est fier des valeurs, alors à ce moment-là, on retrouve de la fierté.
avec nous et avec les mouvements patriotes qu'on représente aujourd'hui dans toutes les démocraties occidentales. C'est vrai en Europe, mais c'est aussi vrai dans le monde. Et quand vous votez en France pour le Rassemblement national, vous votez pas pour des bureaucrates, pour des technocrates ou pour des gestionnaires. Vous votez parce qu'il y a du sentiment. Et vous votez parce qu'il y a peut-être de la colère, peut-être du désespoir, mais surtout de l'espérance. Et nous arrivons, nous, à transformer la fatalité en une espérance. Et un très grand écrivain français qui s'appelle Georges Bernanos a dit l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Et je crois que c'est la traduction de ce que nous incarnons en France et de ce que tous les mouvements patriotes incarnent dans les démocraties occidentales et ce qu'a très bien incarné Donald Trump dans cette campagne électorale. Ce que j'ai aimé chez Donald Trump, c'est sa capacité à réconcilier le vote populaire et l'élite entrepreneuriale dont Elon Musk est peut-être l'exemple le plus iconoclaste. Dans votre livre, vous avez écrit « La politique m'a choisi ». Je pense que la politique, c'est une vocation. Et que la politique, c'est on dit en France, un sacerdoce. C'est-à-dire un sacrifice. Oui, c'est-à-dire que la politique, c'est un sacrifice. Quand on fait de la politique, c'est qu'on ne peut pas être heureux tout seul. Et quand on fait de la politique, c'est qu'on ne peut pas vivre sans se soucier du bien commun et du bien-être de ses propres compatriotes et de son propre pays. Et moi, si j'ai décidé de faire de la politique, c'est parce que je ne veux pas que mon pays disparaisse et que je ne veux pas que tout mon pays ressemble au quartier difficile et au milieu difficile dans lequel moi j'ai grandi. Je pense que la France, c'est le plus grand et le plus beau pays du monde. Et que nous avons encore un message et une voix singulière à porter en Europe, mais aussi partout dans le monde. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous faites de la politique et que vous défendez des idées patriotes, vous devez affronter l'hostilité de beaucoup de médias, l'hostilité de vos adversaires politiques, l'hostilité des milieux culturels, mais je pense que les Français, et en tout cas c'est ma vision comme citoyen français et militant politique en France, que mon peuple et que les Français valent tous les sacrifices. Ok. Donc oui, j'ai commencé très tôt et je pense que la politique c'est une vocation. La politique c'est un virus contre lequel il n'existe pas de vaccin. Autre chose, de votre livre, j'ai choisi d'entrer dans la fosse aux lions. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la politique c'est violent. Qu'en politique vous êtes jugé, attaqué, critiqué. Et qu'à l'ère des réseaux sociaux et de l'information en continu, il y a très longtemps, quand on faisait de la politique, on parlait très rarement. Aujourd'hui, les politiques sont surexposés. C'est-à-dire que quand on fait de la politique, dans une démocratie, on parle matin, midi et soir, et on n'a pas le droit à l'erreur. Et quand vous défendez des idées patriotes, vous avez encore moins le droit à l'erreur. Donc, en France, je pratique une discipline qui s'appelle la politique, dont je sais que les règles sont plus dures pour moi qu'elles ne sont pour les partis du système et pour tous les autres mouvements politiques. Et c'est pour ça qu'on est différents. How you are reaching all of your young voters. You have 2.1 million people on TikTok. Yes. That's amazing. Are you actively using social media as a way to reach out to these young disenfranchised voters who, haven't maybe voted before, and they see you as like the great shining example of what France can become? La réalité, c'est que aujourd'hui, en 2025, on a de moins en moins besoin des médias conventionnels et des médias traditionnels. Donald Trump a fait une grande partie de sa campagne sur Fox News, sur des podcasts,
sur Internet qui ont des audiences considérables. Moi, je considère que les réseaux sociaux aujourd'hui sont un moyen de m'adresser directement aux Français sans le prisme déformant des journalistes, parce qu'il y a toujours un... Un bias. Mais bien sûr, Yeah. il y a toujours un biais quand vous êtes journaliste, que vous posez des questions, que vous organisez une interview, il y a toujours un biais. Les réseaux sociaux me permettent de me libérer de ce biais. Et en réalité, nous avons en France beaucoup de jeunes, quasi-totalité des jeunes, qui passent plusieurs heures par jour sur leur téléphone. Et par l'intermédiaire des réseaux sociaux, moi, je veux m'adresser directement à eux. Et il est certain que TikTok, par exemple, comme Instagram, me permettent de parler de la politique, de parler de mes idées à des citoyens qui, peut-être, a priori, ne s'intéressent pas du tout à la politique. Et j'essaie de leur faire comprendre que la politique, c'est tout. La politique, c'est leur salaire. La politique, c'est le ticket de course quand ils vont au supermarché. La politique, c'est la sécurité ou l'insécurité quand ils sortent de chez eux. La politique, c'est le loyer qu'ils vont payer lorsqu'ils se marieront, lorsqu'ils auront des enfants. La politique est partout dans leur quotidien. Et les réseaux sociaux me permettent de m'adresser directement à eux. Et pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son époque, de son temps, de sa génération. Et je suis un homme de 29 ans et un homme de ma génération. Did you fix the contretemps avec le publicity and your book? They were preventing you from advertising the book? Ah, la gauche a tout fait en France pour Please? m'empêcher de faire la publicité de mon livre. Et nous avons en France des syndicats de gauche et de gauche extrême qui sont très forts, notamment dans les gares de train. Et les syndicats ont fait pression sur les entreprises ferroviaires pour que la publicité de mon livre n'apparaisse pas dans les gares. Malheureusement pour eux, ça a fait l'effet inverse. Et cette polémique a donné envie aux Français d'acheter ce livre. Et on se rend compte que la gauche n'arrive plus à nous combattre sur le terrain des idées ou sur le terrain électoral. Et donc, elle essaye maintenant, par tous les moyens, de nous faire interdire. C'est un réflexe de régime totalitaire. C'est la première fois dans l'histoire qu'on voit la gauche manifester contre un livre. C'est très paradoxal. Et on a le sentiment que la gauche, comme les démocrates, n'aime pas la liberté, n'aime pas la démocratie, n'aime pas la liberté d'expression. Et que c'est vrai, comme l'a dit d'ailleurs J.D. Vance, le vice-président américain, la liberté d'expression recule aujourd'hui de manière considérable en Europe. Et ceux qui se revendiquent démocrates sont en réalité les pires adversaires de la démocratie. Mais enfin, je les remercie parce que ça a fait de la publicité pour mon livre. Et donc, ils ont été les meilleurs agents publicitaires de ce livre, qui est le livre politique le plus vendu de l'année en France. Wait. What are you looking forward to in this trip to Washington, other than the speech at CPAC? And when do you speak, on Saturday? No, tomorrow, Friday. Okay. Parce que c'est votre première fois à Washington, non? Ça n'est pas ma première fois aux États-Unis, mais c'est ma première fois à Washington. Et c'est un honneur d'ailleurs d'être dans la première capitale du monde. Nous sommes, nous patriotes français et européens, les interlocuteurs de ce nouveau monde qui est aujourd'hui en train de se mettre en place. Je crois que le monde de la déconstruction, de l'idéologie woke, de la bureaucratie, du mépris pour la volonté des peuples, pour l'identité des peuples, est en train d'être balayé en fait partout dans le monde. Et je suis venu non seulement ici rencontrer beaucoup de patriotes du monde entier, m'intéresser à ce que fait Donald Trump, loin du biais médiatique
que nous pouvons avoir en Europe. Et surtout, rappeler une chose, et c'est ce que je dirais dans mon discours à la CIPAC vendredi, c'est que nous sommes en réalité le véritable progrès. Le progrès, la gauche, a volé l'idée même de progrès, faisant croire que le progrès, c'était de pouvoir compter dans une société jusqu'à 50 genres différents. C'est pas ça le progrès. Le progrès, c'est un peuple sûr de ses valeurs qui a envie de partir à la conquête de tous les grands défis du XXIe siècle. L'intelligence artificielle, la conquête spatiale, la conquête industrielle, économique, technologique. C'est ça la réalité du progrès. Et aujourd'hui, le vent de liberté qui souffle aujourd'hui dans toutes les démocraties occidentales rappelle que le progrès aujourd'hui dans le monde, il s'appelle patriotisme, il s'appelle frontière, il s'appelle souveraineté nationale. C'est ça être aujourd'hui dans la modernité et dans le progrès. Et moi, je veux dire à tous les peuples du monde, n'ayez pas peur. Voilà. N'ayez pas peur de dire qui vous êtes, de défendre votre identité, d'assumer votre passé et votre héritage. Et c'est en étant sûr de nous-mêmes qu'on sera extrêmement serein et fort pour aborder les grands défis qui viennent et les grands défis du XXIe siècle. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you and good luck.